Merci d'être avec nous. Je suis Patrick Lelon, journaliste, auteur et questionneur, passionné par les voyages de l'intime, ces profondeurs de nous-mêmes, ces intensités que nous révèlent, quand elles sont au rendez-vous, ces fulgurances de l'âme. Je vous propose 3 voyages pour visiter, s'arrêter et s'immerger dans notre propre matière première, sans laquelle nous ne saurions même pas que nous existons. Vous l'avez deviné, il s'agit de notre conscience. Alors prêt pour un voyage en nous-mêmes ? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Aujourd'hui, le cheminement des sciences et celui de nos consciences se croisent, se confondent et parfois se répondent. L'un éclaire l'autre, en particulier quand il s'agit de vivre et d'expliquer des états de conscience modifiés par une pratique comme la méditation, l'hypnose, l'exploration du lien entre le corps, l'âme et l'esprit. Dans notre premier échange, nous explorerons le monde du dedans de soi, la méditation avec Corinne Bagnis, professeure de médecine à la Pitié-Salpêtrière, néphrologue et créatrice d'un programme de méditation de pleine conscience pour les soignants. Dans notre deuxième voyage, nous plongerons dans cet autre nous-mêmes que nous révèle l'hypnose avec Antoine Bioy, professeur de psychopathologie à Paris 8, praticien lui aussi et grand connaisseur des phénomènes de transe. Enfin, troisième rencontre avec Patrick Baudin, médecin thérapeute des âmes, qui invite chacun d'entre nous à découvrir ou redécouvrir tout ce que nous sommes dans notre globalité par une pratique qui puise aux sources traditionnelles, revisitées par nos sciences modernes, pour vivre l'harmonie avec nous-mêmes et les autres. Et oui, avec nos 3 compagnons de voyage, il n'y a pas de science sans conscience, mais une science de la conscience. Ce podcast, en 3 parties, est édité par Inexploré, média indépendant qui visite les territoires qui relient le visible et l'invisible, les spiritualités et les sciences. Vous pouvez retrouver l'ensemble des enregistrements en intégralité pour les abonnés sur la plateforme Inexploré. Alors, soutenez nos recherches, explorez avec nous en vous abonnant à l'univers d'Inexploré, les podcasts, les dossiers, les articles en format numérique ou en format papier, avec notre magazine trimestriel Inexploré, sans oublier l'application Inexploré, disponible sur Apple Store et Play Store. Nous nous intéressons aujourd'hui aux états de conscience modifiés et à l'une des voies d'accès privilégiées pour y accéder, la méditation. C'est un terme un peu fourre-tout, un peu comme soyons zen, mais nous allons le voir sous ces mots galvaudés. Il y a une pratique très sérieuse, une ambition, une éducation thérapeutique qui conduit à l'approfondissement et à la transformation de soi-même. Bonjour Corinne Bagnis. Bonjour. Vous êtes professeure de médecine, néphrologue, créatrice d'un programme de méditation de pleine conscience pour les soignants. On va parler de vos parcours dans quelques instants, mais avant tout, pour nos auditeurs qui n'ont pas la chance de vous voir, mais celle de vous entendre, vous n'êtes pas habillé en sari avec un petit tambourin à la main, vous ne sentez pas le patchouli ni les substances illicites, vous êtes professeur de médecine. Alors, présentez-nous vos parcours et votre rencontre avec la méditation de pleine conscience ou en pleine conscience. Merci pour cette introduction. Mon parcours, il est simple du point de vue médical. J'ai une formation tout à fait classique, universitaire, et un poste d'enseignant, chercheur, clinicien dans le domaine des maladies rénales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et après 30 ans de ce métier, c'est vrai qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai rencontré la méditation de pleine conscience. C'était une rencontre personnelle au départ, mais immédiatement la découverte de ces pratiques m'a beaucoup parlé et a fait beaucoup de sens, a beaucoup éclairé, heu, des choses qui étaient plus en lien avec ma pratique professionnelle et notamment, au départ, principalement, la méditation m'a apparu comme une aide potentielle pour des gens qui vivent avec une maladie chronique. Raison pour laquelle j'ai enseigné ces pratiques à l'hôpital. Et puis dans un deuxième temps, j'ai eu aussi l'impression que ma propre posture de soignant avait changé, ayant, peut-être, découvert, et transformé des choses dans ma façon d'être en relation avec les autres, grâce à la méditation. Et j'ai eu envie d'initier un parcours que j'ai positionné comme de la formation continue professionnelle, qui s'intéresse à la méditation de pleine conscience comme outil de
perfectionnement, d'amélioration de la relation de soins depuis 7 ans, donc à l'université, à Sorbonne Université. Mais c'est dû à une rencontre, à une réflexion. Comment vient-on de la néphrologie à la méditation? Alors c'est plutôt comment vient-on d'être un être, humain à la méditation. Donc il y avait beaucoup de curiosité depuis longtemps dans ma vie pour ces pratiques. Ce qui m'a permis d'y entrer, c'est de rencontrer, des, approches de méditation dites laïques, c'est-à-dire décontextualisées du spirituel ou du religieux. Voilà. Parce que ça m'attirait moins et de façon d'ailleurs très intéressante, mais on pourra y revenir. Quand on plonge dans la méditation laïque, il y a toujours un moment donné où on a besoin quand même de s'intéresser, à ses fondements, notamment, sur la philosophie bouddhiste. Mais, en particulier en tant que professionnelle de santé, je n'aurais pas pu faire entrer la méditation à l'hôpital si elle n'avait pas été, enseignée dans un contexte laïque. J'imagine, hein, c'est, encore une fois, on a du mal à comprendre, finalement, de quelle manière, la médecine accueille une discipline qui, est peut-être, un peu éloignée de la médecine. Enfin, c'est pas ce que vous nous dites, mais en tout cas, c'est peut-être comme ça que c'est perçu. Alors ça, c'est très intéressant parce que finalement les liens entre, la souffrance, le bien-être, la spiritualité ont toujours existé avec la médecine. Et suivant les générations, les périodes de l'histoire, les cultures, les pays, on s'en est rapproché ou distancié. Et c'est vrai que, il y a une quinzaine d'années, en France, en tout cas dans le monde universitaire ou hospitalier, parler de méditation était pas forcément évident. Mais les choses ont alors que dans d'autres pays, ça l'était déjà beaucoup plus depuis beaucoup plus longtemps, en Angleterre, aux États-Unis. Mais, les choses ont énormément changé et très rapidement, de façon très étonnante. Et aujourd'hui, le travail, par exemple, tout ce qu'on a mis en œuvre avec, notre formation universitaire est presque revendiqué et mis en avant par, les équipes, du doyen, de l'université qui sont finalement heureux d'être une des universités dans lequel il y a ce type d'enseignement. Ça veut dire quoi la pleine conscience? Conscience de quoi? De ma conscience? Est-ce que c'est, finalement, la suite de «Je pense donc je suis» de Descartes? Est-ce que, cette citation finalement qu'on croyait, tout expliquer, est restreinte? Vous avez raison de souligner, la terminologie qu'on emploie qui, à mon sens, pose question, pas vraiment problème, mais quand on parle de méditation, c'est assez imprécis puisqu'il y a plein de formes de méditation et quand on parle de méditation de pleine conscience, on ajoute, heu, un terme qui nous relie à la question de la conscience et là, évidemment, on peut ouvrir, des points d'interrogation et des questionnements, parce que la conscience a plusieurs significations et donc c'est pas toujours très facile de s'imaginer qu'on va accéder à sa propre conscience à travers une pratique méditative. Alors est-ce que c'est vraiment ça d'ailleurs? C'est intéressant d'en discuter et le fait même qu'on utilise le terme «pleine conscience» fait débat finalement. Heu, Plusieurs, dans beaucoup d'ouvrages et dans beaucoup d'auteurs, en fait, proposent plutôt de parler en termes de traduction anglo-saxonne, puisque ce terme est une traduction de mindfulness. On pourrait aussi, utiliser pleine présence, ce qui finalement est assez différent, mais probablement plus proche en pratique de ce qu'est cette fameuse méditation de pleine conscience. On va reprendre un petit peu Descartes dans ce que vous dites et de ce qu'il dit lui, «Je pense donc je suis». Pour Descartes, on est toujours conscient et dans la méditation, en pleine conscience, on est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on est plus conscient que conscient naturellement? Finalement, c'est probablement, la plus grande, surprise, en tout cas moi, dans la façon dont j'ai découvert la méditation. Et dans la façon dont elle est proposée dans le parcours de formation qui a été, vraiment, structuré par, quelqu'un comme John Kabat-Zinn aux États-Unis, hein, il y a maintenant presque 40 ans. C'est de prendre conscience, de réaliser à quel point nous ne sommes pas toujours conscients. Parce que probablement, intuitivement, je ne sais pas si c'est l'influence de Descartes, mais intuitivement, on a l'impression qu'à partir du moment où on voyage avec notre corps, notre mental, notre esprit, notre conscience, on en est, non seulement le dépositaire, mais l'usager, parfait
et qu'on en maîtrise toutes les finesses. Et finalement, je trouve que ce qui est intéressant dans la méditation, c'est de découvrir, ce terme qui illustre assez bien finalement, ce que l'on veut faire saisir, c'est ce mode de pilotage automatique. Ce mode pilotage automatique, il nous explique que dans beaucoup de moments de notre vie quotidienne, on fait quelque chose, on est avec des gens, on parle avec des personnes, mais on n'est pas pour autant toujours très connecté à la fois à nos expériences sensorielles, mais aussi à nos pensées ou à nos émotions. Et finalement, c'est ça, être en mode, pilotage automatique. C'est, aller acheter sa baguette à la boulangerie, sans être capable en sortant de dire à quoi ressemblait la boulangère. Oui, sauf en comptant sa monnaie, quoi. C'est le lien qui nous réunit, effectivement, hein. Mais alors, cet état de pleine conscience, ça modifie, c'est ce que vous nous dites, quelque chose de profond en nous-mêmes. Mais souvent, on pense que c'est tout simplement un état de bien-être, de relaxation, c'est déjà pas mal, hein, mais c'est vraiment tout à fait autre chose. Ça peut modifier notre perception, ça peut modifier notre conscience et toute la façon d'appréhender les choses et la vie en général. Oui, alors ce que je trouve vraiment, moi, très intéressant, c'est que finalement tout est là, dans notre corps, notre mental, nos émotions, et finalement la pratique méditative nous permet de nous y reconnecter. Donc dans ce sens, ça nous permet d'être probablement plus présents à nos expériences et finalement de reprendre possession de qui nous sommes et de notre vie, tout simplement en étant beaucoup plus en connexion, beaucoup plus en connexion avec, tout notre panorama, enfin tous nos sens qui sont, nous sommes des êtres de relation dans un environnement et nous sommes constamment exposés à des relations avec l'extérieur, avec les autres et pour cela, le corps humain a été créé avec une multitude de sens qui donnent des images, du son, des odeurs, des sensations, du goût. Et pouvoir se remettre, dans, la certitude qu'on est bien connecté à tout ça, et que du coup, on est bien connecté à tout ce que ça génère en nous, comme pensée, comme émotion. Pour moi, c'est, redevenir, vrai, en fait, en quelque sorte. Et c'est une façon de pouvoir, piloter sa barque, en ayant bien reçu toutes les informations, et en partant de nos expériences, dans le détail de ce qu'elles nous apportent. Ce que vous nous dites, en fait, en reprenant plusieurs fois ce terme connecté, ça veut dire que on est véritablement présent quand on médite et que ce n'est pas une fuite, ce n'est pas Ouais. chercher autre chose ailleurs. Souvent, on a envie de définir la méditation par, la négative, par tout ce qu'elle n'est pas. Et c'est parfois assez intéressant d'ailleurs de commencer par là, de dire on n'est pas en train de vouloir aller ailleurs, que là où on est. On n'est pas en train de vouloir, convoquer des pensées ou convoquer, des expériences ou des ressentis. Ce qui pour moi probablement, fait la grande différence, mais ce sera intéressant d'en parler avec d'autres invités, avec, probablement l'hypnose. Mhm. Et donc, ce n'est pas non plus rechercher la relaxation, mais c'est accepter avec d'ailleurs une certaine forme de courage, je trouve, dont on ne parle pas si souvent, accepter de se rendre complètement ouvert à, une perception intense de tout ce qui fait nos expériences sensorielles, nos émotions, nos pensées, qu'elles soient finalement agréables ou désagréables. En partant de l'idée que, quelles qu'elles soient, elles nous indiquent comment peut-on piloter en fait, sa vie autrement que, sans utiliser en fait les indications qui nous sont données par, tout ce qui est dans le champ des perceptions. Mais évidemment, bien sûr, de temps en temps, on perçoit des choses négatives et on a Voilà. des émotions et des pensées négatives. Donc c'est une vraie aventure en Ah soi-même. complètement, Et donc, les rencontres sont pas forcément toujours sympas. Il y en a d'autres absolument, qui peuvent nous faire un peu comme le absolument. caillou dans la chaussure, Mmh. nous faire un petit peu mal. Est-ce que on peut modifier sa conscience ou la seule perception de sa conscience, qui n'est pas tout à fait la même chose, et, et qu'est-ce que on peut percevoir qui ne soit pas du registre uniquement de l'imagination? Est-ce que, par exemple,
Le danger ou le piège serait de méditer, mais non pas méditer, mais d'imaginer, ce qui n'est Oui, pas tout à fait la même chose. complètement. C'est souvent une difficulté au début qui est de finalement la consigne entre guillemets ou la proposition de l'enseignant, de celui qui vous emmène sur le chemin de la méditation est tellement simple, que parfois, ça ouvre vraiment la porte à un questionnement qui peut être: «Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de m'endormir, de rêver, d'imaginer, ou bien de méditer?» Et donc il y a un moment qui va être nécessaire évidemment pour aller explorer en soi, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui se passe en nous quand on essaye simplement d'abord un de ne rien faire, 2 de tourner notre attention principalement à l'intérieur de nous pour aller, vraiment, ressentir, les sensations, les émotions, les pensées. Et petit à petit, aller explorer ça. Qu'est-ce qui se passe finalement? Pour découvrir, pour soi-même, hein, ce qu'est notre propre méditation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que personne va aller vérifier ce que vous faites en Mhm. pratique. Donc, il y a que vous qui pouvez savoir où vous êtes et qu'est-ce que vous êtes en train de vivre dans cette pratique finalement. Ne rien faire, c'est tout un programme. C'est compliqué, effectivement, et en même temps, c'est un dépouillement, c'est-à-dire un véritable rendez-vous avec soi-même. La question que je voulais vous poser dans ce prolongement, c'est: est-ce que méditer, ça peut être dangereux? C'est-à-dire, est-ce que finalement, le risque n'est pas de créer des illusions, de renforcer des croyances dont certaines ne sont pas vraiment bonnes pour la santé mentale, si on présente des fragilités? Autrement dit, des personnes à risque, je pense aux schizophrènes, aux bipolaires, aux dépressifs, est-ce qu'ils peuvent méditer? Alors ça, c'est un sujet vraiment important. Moi, je le mets systématiquement sur la table, depuis 10 ans que j'enseigne ces pratiques et c'est que très récemment, finalement, que ça commence à émerger d'une manière, enfin, en tout cas, quand on travaille sur la méditation dans le monde du soin, c'est incontournable de parler de ça parce que, par définition, si vous proposez ou si vous accompagnez des patients qui ont des maladies chroniques, vous avez quand même beaucoup plus de chances que dans la population générale de vous trouver avec des gens qui ont de l'anxiété, de la dépression ou qui sont dans des situations dans lesquelles peut-être c'est pas le bon moment pour eux de commencer la méditation. Bien sûr. Donc ça, c'est aussi vrai pour la population générale évidemment et chacun d'entre nous. Donc il y a toujours cette question qui est: «Est-ce que c'est le bon moment pour moi pour méditer?» Et ça, en général, c'est le rôle de l'enseignant qui a, en général, été formé pour explorer avec vous, s'il y a, des antécédents traumatiques, des pathologies psychiatriques ou une situation actuelle, génératrice de trop d'anxiété ou de trop d'angoisse ou de dépression qui nécessiterait d'avoir d'abord un accompagnement, par d'autres approches, y compris, médicales ou psychiatriques, pour revenir peut-être à des pratiques méditatives plus tard. Et ça, c'est une réalité qui est relativement bien respectée. Ce qui est souvent moins bien respecté, c'est une fois qu'on rentre dans un programme de méditation, je pense que c'est important qu'on indique aux participants qu'on peut vivre des expériences bizarres et que si c'est le cas et si elles sont dérangeantes, il faut les partager avec son enseignant pour savoir, de quoi il s'agit et quoi faire et pas garder ça pour soi. Parce qu'on peut vivre des choses, qui peuvent même être assez bouleversantes, dont on ne sait pas très bien s'il faut les appeler dans le champ de la médecine, qui est la nôtre aujourd'hui, des effets secondaires. Dans la philosophie bouddhiste, ça fait partie du chemin. Et c'est très bien décrit dans les textes, c'est très bien connu. Il peut y avoir des expériences, qu'elles soient sensorielles, émotionnelles, de tous ordres en fait, hein, qui surprennent, parfois qui dérangent, parfois qui conduisent à l'arrêt des pratiques méditatives et en tout cas, ça doit être partagé et on doit avoir cet espace, enfin cet espace doit être ouvert pour pouvoir le dire. Et puis le dernier point, c'est, le champ de la santé mentale. Quand, la méditation de pleine conscience est arrivée peut-être, en Europe ou en France, on a commencé à faire des recherches, scientifiques sur, ce que c'était, ce qui se passait surtout dans le champ, de de l'étude, finalement des fonctions cérébrales, avec beaucoup d'imagerie cérébrale. Ça a permis de comprendre beaucoup de choses du fonctionnement du cerveau, et on a beaucoup, exclu, les pathologies mentales de ces approches, avec raison certainement.
Plus ça va, plus il y a des études sur un certain nombre de sujets et dans ce cas, il y a des ouvertures possibles, il y a des programmes plus spécifiques, mais qui à ce moment-là sont réservés, à des patients particuliers dans un contexte, plutôt médicalisé avec des enseignants formés à accompagner, par exemple, bah, ne serait-ce que le traumatisme, hein. Il y a aujourd'hui des programmes de méditation. Alors avant on disait, si on a vécu des traumatismes dans sa vie, on ne peut pas méditer parce que Ouais. on pourrait revivre, vraiment des expériences émotionnelles Mmh. extrêmement difficiles. Aujourd'hui, il y a des gens qui proposent des programmes de méditation qui sont faits pour accompagner des personnes qui ont vécu des traumatismes, mais à ce moment-là, c'est pas n'importe qui les conduit et c'est dans un cadre particulier. De la même façon, il y a aujourd'hui, de façon plutôt assez expérimentale, souvent des gens qui accompagnent des personnes qui ont des TOC, donc des pathologies, psychiatriques et même des schizophrènes. Voilà, il y a des études scientifiques en tout cas sur ces sujets-là. Donc la porte n'est plus fermée dès l'instant que c'est dans un environnement particulier et qu'on s'intéresse à déployer une science, enfin une compréhension du contexte dans lequel on apporte quelque chose à ces personnes et dans lequel on n'est pas délétère. Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut être accompagné et que, c'est pas une aventure, que l'on peut, dans un premier temps, sans une méthode précise et sans un encadrement et un accompagnement, Mmh. faire comme ça, je veux dire, Si il rien vous empêche de jouer du piano sur le piano de votre maison de campagne sans ouais, avoir pris de cours de piano, oui, sans ce qui soit accordé d'ailleurs, mais c'est et pas s terrible, et ouais. sans qu'il soit accordé. Mmh. Donc, découvrir la méditation avec les multiples applications qui existent et se mettre un casque sur les oreilles et suivre un exercice de méditation, c'est toujours intéressant. C'est toujours une façon de rentrer dans la compréhension de ce qu'est cette pratique, ou du moins dans l'expérience de ce qu'est cette pratique. Mais honnêtement, si on veut vraiment avancer sur ce chemin, il faut s'adresser à des gens qui peuvent vous enseigner, vous accompagner, vous permettre d'aller plus loin, de découvrir autre chose et en fait, c'est un chemin qu'on ouvre mais qui ne se termine pas. C'est-à-dire que si vous décidez d'entrer dans la méditation, vous aurez toujours l'opportunité d'aller faire une retraite, une formation, méditer avec des gens différents qui vont avoir, une approche différente, des pratiques différentes, qui vont vous ouvrir des perspectives, lire des ouvrages, voilà. Donc, c'est un champ excessivement riche de découvertes qui ne s'arrête certainement pas, aux applications qui existent aujourd'hui, qui sont à la fois utiles pour aller à la rencontre d'un public plus vaste, mais qui, à mon avis, si on s'y intéresse vraiment, doivent être complétées par un véritable enseignement. Alors on comprend bien que la méditation est un outil, parmi d'autres, pour, expérimenter des états modifiés de conscience. La question, qui me taraude, c'est de savoir si on peut fabriquer par le biais de la méditation, véritablement une conscience à soi en toute autonomie. Est-ce qu'on peut se libérer du connu et puis finalement, de ces, j'allais dire, de ces obsessions, enfin le terme est un peu vaste, mais en tout cas, de tout ce qui nous dérange par le biais de la méditation. Est-ce que c'est une belle rencontre ou est-ce que c'est une rencontre, j'allais dire, d'opposition finalement avec soi-même? Je crois que chacun y va pour, des raisons qui sont les siennes. C'est une rencontre avec soi-même, ça c'est sûr, mais on ne sait pas trop ce qu'on va rencontrer. Ce qui est intéressant peut-être, c'est de souligner qu'en faisant des exercices de méditation qui peuvent paraître parfois vraiment très simples, hein, on développe petit à petit davantage de capacité à être, l'observateur, de nos sensations, mais aussi de nos pensées et de nos émotions. Donc si on se propose de ressentir davantage, les goûts, les odeurs et cetera, ça tout le monde peut y accéder et ça paraît pas très surprenant. On se dit que si on fait vraiment très attention en mangeant son carreau de chocolat, on va vivre plus d'expériences sensorielles que si on mange son carreau de chocolat en faisant autre chose. Quand il s'agit d'aller dans le champ des pensées et des émotions, on ouvre quand même aussi la porte à ce qu'on appelle la métacognition. Et la métacognition, c'est cette capacité qu'on a en tant qu'être humain de pouvoir devenir l'observateur de nos expériences et de observer que l'on pense. C'est-à-dire, en tout cas, d'observer qu'on a des pensées et en fait, ce qui est assez extraordinaire dans cette, posture, c'est-à-dire que s'autoriser à devenir l'observateur de nos pensées et ou de nos émotions, crée immédiatement une espèce de distance,
une espèce de ce qu'on appelle la diffusion cognitive, en fait, entre nos pensées et nous-mêmes. Et je vous donne juste un exemple. Quand vous dites je suis triste, c'est sans solution. Vous êtes dedans. Absolument, Vous êtes oui. tombé dans la mare, en fait. Quand vous dites j'ai des pensées tristes, là, ça change tout. Parce que vos pensées sont des événements qui sont générés par, en effet, par votre cerveau, par votre conscience. Voilà, vous avez des pensées, vous ne les maîtrisez pas forcément, mais par contre, vous pouvez les observer et les laisser passer. Elles vous appartiennent, vous n'allez pas pouvoir les effacer, les arrêter, les transformer. D'ailleurs, c'est pas du tout l'objet de la méditation, mais vous allez simplement pouvoir faire un pas en arrière et changer de registre. Vous n'êtes plus triste, vous avez des pensées tristes. Et c'est ça qui est transformant, puisque évidemment, c'est la même chose pour les émotions. C'est pas du tout la même chose d'être, plongé dans son émotion, envahi dans une émotion et de pouvoir, observer qu'on ressent une émotion et la caractériser. C'est-à-dire, on devient petit à petit, en pratiquant la méditation, des experts de où commence l'émotion. Où commence ma frustration, par exemple? Mmh. Est-ce qu'elle commence par, les poings qui se ferment, une sensation dans le ventre? Et donc on devient très attentif à nos signaux corporels qui sont, pour une grande majorité de nos corps humains, finalement la porte d'entrée dans les émotions. Souvent les signaux précurseurs sont, des ressentis corporels et donc en fait, on devient capable d'observer quelles sont les émotions qui nous traversent avec ce tout petit recul qui nous permet de ne pas être emporté par la vague de l'émotion, mais de créer une petite distance. Et en Donc on fait, le cœur de la méditation, en tout cas d'une certaine forme de méditation, c'est ça, c'est à la fois de se rapprocher de toutes nos expériences, mais quelque part pour mieux pouvoir les observer avec cette distance qui va nous permettre de moins souffrir. on est à la fois sujet et objet, Ouais. observant et observé de soi-même. Mmh. C'est assez particulier effectivement et ça permet de prendre de la liberté Oui. par rapport à soi en se donnant du temps, plutôt que de subir comme une claque dans la figure d'un seul coup. Alors, est-ce que on dispose de preuves médicales des bienfaits de la méditation en pleine conscience? Est-ce qu'on peut les mesurer? Est-ce qu'il y a des stades? Comment ça se Mmh. passe? Alors bien sûr, depuis, les années 70, tout le travail qui a été fait aux États-Unis, le rapprochement entre le Dalaï Lama à une époque et des scientifiques américains dans le champ des neurosciences comme Davidson, comme, John Kabat-Zinn, tous ces gens-là, ont donné un petit peu le top départ d'une certaine approche, de recherche scientifique autour de la méditation et la qualité des études, on va dire, s'améliore d'année en année. Pour répondre à des questions qui sont des questions très importantes de nos sociétés, hein, celle que vous venez de poser, qui est de dire: «Est-ce que ça peut nous servir à quelque chose? Est-ce qu'on Mhm. peut le démontrer?» Dans notre quotidien, dans notre vie Absolument. professionnelle. Donc médicalement, en tout cas, on a quand même beaucoup d'études qui montrent une amélioration de la perception de l'anxiété, du stress, donc liées à la pratique de la méditation. On a aussi un certain nombre d'études qui montrent que, si on est dépressif et qu'on a fait, plusieurs épisodes de dépression, on peut travailler en période de rémission. Ça, c'est important. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. En période de rémission, on peut travailler grâce à la méditation de pleine conscience à être, l'observateur attentif de nos pensées négatives, de nos ruminations mentales et de tout un tas de processus, qui vont être, la porte d'entrée dans la rechute de la dépression et avoir un impact sur le risque de rechute. C'est-à-dire que quand vous êtes dépressif et que vous commencez à avoir le petit vélo dans la tête qui vous dit: «Tu es nul, tu y arriveras pas» ou des choses qui vont vous emmener dans des pensées négatives, des émotions négatives dont, finalement en santé mentale, on a montré que c'était un des éléments, c'est assez complexe et j'en suis pas expert, mais c'est un des éléments qui favorise la rechute dépressive. Mhm. Si au lieu d'être entraîné par ce champ de pensées négatives, de pas pouvoir en sortir, vous vous dites: «Ah mais tiens, là, je suis en train d'avoir une pensée négative», vous avez immédiatement déjà mis une distance entre vous et cette pensée qui vous permet éventuellement, de faire des choses pour prendre soin de vous à ce moment-là, de recourir à un professionnel de santé si besoin et cetera et donc il y a des études qui montrent qu'on diminue le risque de dépression si on propose ça dans les périodes de rémission, ce genre d'approche à des patients dépressifs.
Vous, dans votre pratique et dans ce que vous avez mis en place, je rappelle que vous avez, à la faculté de médecine, mis en place un programme de méditation en pleine conscience à l'usage des soignants, tous les soignants. Vous avez des exemples de transformation de personnes qui, grâce à la méditation, ont changé, peut-être pas du tout au tout, mais en tout cas ont véritablement pu améliorer leur existence au sens concret du terme? Alors c'est souvent une vision très subjective des Mmh. choses qu'on a pour soi-même. Pour moi, l'expérience de la méditation de pleine conscience, c'est ce que j'ai rencontré de plus transformant dans ma vie. En tout cas, si je compare ça à des périodes où j'ai eu l'occasion de faire de la psychothérapie Mmh. ou de travailler sur moi d'une autre façon, voilà. Heu, En accompagnant des professionnels de santé ou des patients, oui, il y a cette dimension de la surprise et de la découverte, mais c'est autant la découverte de soi-même que, la découverte, de choses qui paraissent, tout à fait triviales, mais qui vont permettre d'enclencher un changement. Je vous donne un exemple, quand vous accompagnez des professionnels de santé, et que vous les faites travailler sur, dans une perspective de réflexion autour de l'autocompassion, par exemple, sur, comment est-ce qu'ils prennent soin d'eux-mêmes. Moi, j'ai quelques souvenirs comme ça de professionnels de santé qui ont été bouleversés par cette question, qui s'étaient jamais posée et finalement, qui ont pris conscience qu'ils s'occupaient tout le temps des autres, mais ils étaient pas capables de lister 3 choses qu'ils faisaient pour prendre soin d'eux-mêmes. Mmh. Parce qu'eux-mêmes, ils passaient toujours après les autres. Quand c'était terminé avec leur travail, c'était à la maison et cetera. Parce que leur façon d'être dans la vie, c'était d'être dans le don de soi et cetera. Ce qui est souvent partagé par beaucoup de professionnels de santé. Et donc on voit bien comment la prise de conscience tout à fait individuelle à un moment donné, que vous ne prenez pas assez soin de vous-même, va pouvoir permettre peut-être à des professionnels de santé, de vivre, leur quotidien différemment et peut-être de prévenir un certain nombre de notamment de risques psychosociaux dans le champ de la santé, la souffrance au travail, le burn-out et toutes ces choses-là, qui sont éminemment présentes dans le monde, du soin à l'heure actuelle. Donc on comprend dans ce que vous nous dites qu'on ne peut vraiment prendre soin des autres que quand l'on prend soin de soi-même, et c'est tout l'objet de la méditation. Une dernière question, on pourrait bien sûr poursuivre pendant des heures notre entretien, mais est-ce qu'il y a un avant et un après de la pratique de la méditation en pleine conscience? Quand on a commencé, est-ce que la vie est complètement différente pour l'après? Alors, la vie des gens que j'ai accompagnés dans mes enseignements, on va dire, est pas toujours enfin, les gens que j'ai accompagnés ont souvent c'est un programme de 8 semaines que j'enseigne. Parfois les gens laissent tomber la méditation d'ailleurs, quelque temps après la fin de leur stage, leur enseignement. C'est plus facile, hein, quand on est Mmh. dans un accompagnement collectif, on a des réunions hebdomadaires, on travaille ensemble et cetera. Mais ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que pour beaucoup de gens, ça reste une expérience unique et il y a en effet quelque chose qui s'est passé sur lequel on reviendra pas. À partir du moment où vous prenez conscience que vous n'êtes pas toujours conscient de ce que vous faites, de là où vous êtes et de ce que vous ressentez, à partir du moment où vous avez ouvert cette porte, elle se referme pas. Alors vous pourrez, vivre en pilotage automatique, mais vous serez conscient que vous êtes en pilotage automatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le souhait, l'envie, de continuer intensément sur le chemin de la méditation de pleine conscience. Mais je pense que, en tout état de cause, on a pris conscience qu'il y avait des moments où on n'était pas complètement connecté à nous-mêmes. Et donc ça, une fois que vous l'avez compris, c'est comme le premier jour où on enlève les petits trous du vélo. Vous saurez toujours faire du vélo. Merci Corinne Bagnis, professeure de médecine, créatrice d'un programme de méditation pour les professionnels de la santé, mais tout le monde peut s'en inspirer. Vous êtes auteur aussi de plusieurs livres pour le grand public. Alors Un il y que sais-je, a je un que crois. sais-je sur la méditation de pleine conscience et ses liens avec la santé qui est, tout à fait, accessible à tout le monde. Et puis un ouvrage qui est un tout petit peu plus dédié aux professionnels de santé, aux éditions de Buck, qui fait le point sur justement, la littérature scientifique, ce qui est démontré, ce qui n'est pas démontré, et tous les «usages» entre guillemets de la méditation de pleine conscience dans la médecine et dans la santé. Méditons, méditons, il en restera forcément quelque chose. Et en tout cas, on peut aller
vraiment plus loin dans la connaissance de soi et des autres et du rapport que nous avons aux autres. Merci Corinne Bagnis pour cet Merci. entretien. Merci à vous. État de conscience modifié ou état modifié de conscience ou état de conscience élargi, le vocabulaire est large et c'est de cela dont nous allons parler. Après l'une des voies d'accès à cette façon autre de percevoir les choses avec la méditation, nous allons voir ce que nous apprend l'hypnose. Alors, l'hypnose est taxée par certains de charlatanisme, de phénomène de foire, d'autres l'associent à la magie, au surnaturel. Bref, vous l'avez compris, l'hypnose est adulée et digne d'un regard scientifique pour certains, pour d'autres, non. Un trajet très très remarquable entre Cagliostro, Freud et puis alors jusqu'à Erickson et même beaucoup plus loin. C'est presque un conte à dormir debout, sans parler des trans dans le cadre d'états modifiés de conscience. Alors, on va mettre un peu d'ordre dans tout cela avec vous, Antoine Bioy. Vous êtes professeur, donc c'est très sérieux, professeur de psychopathologie, je crois. Enfin, vous allez nous dire qui vous êtes en quelques mots. Oui, bonjour. Donc, je suis donc effectivement Antoine Bioy, je vous le confirme. Je suis enseignant-chercheur et donc professeur de psychologie clinique et psychopathologique sur l'université de Paris 8. J'ai aussi une activité clinique à la fois de psychologue clinicien et d'hypnothérapeute au CHU de Bordeaux, à l'Institut de médecine intégrative et complémentaire. Et je suis responsable scientifique d'un certain nombre d'organismes, dont le centre Hypnosia, qui est un centre d'études et de formation en hypnose. Alors Antoine, la réalité, les réalités perçues par nos états de conscience, cette étrangeté d'être comme les autres et pourtant différents, cette impression que toute une dimension de nous-mêmes nous échappe, faisait dire à Pascal, qui sait si l'autre moitié de la vie où nous pensons veiller n'est pas un autre sommeil, un peu différent du premier, dont nous nous éveillons quand nous pensons dormir. Alors, on dort quand on vit son quotidien ? Disons que si l'on devait considérer que l'on dort avec deux types de sommeil, dans les deux, il y aurait des rêves, et les rêves seraient effectivement différents. Et dans l'état de conscience que l'on appelle ordinaire, pour dire les choses un peu simplement, on a l'impression que ce rêve est finalement à la fois notre quotidien unique et l'unique façon de percevoir la réalité. Et dans les états de conscience que l'on appelle modifiés, dont fait partie l'hypnose dont nous allons parler, eh bien, on se rend compte qu'il y a d'autres façons de percevoir la réalité et que les rêves sont en effet pluriels. Maintenant, il est vrai qu'avec l'hypnose, on va arrêter l'analogie à ce niveau-là, puisque l'hypnose a été considérée pendant longtemps comme étant une forme particulière de sommeil. On considère maintenant qu'elle est plus une sorte d'éveil paradoxal, c'est-à-dire un état avant tout de perception de la réalité finalement assez fine et assez concentré sur ce qui est en train de se passer. Et donc cette analogie du sommeil peut être maintenant, pour l'hypnose en tout cas, mise un petit peu de côté, sauf à retenir bien sûr sa dimension poétique, pour ne retenir que la dimension du rêve et cette capacité que l'on a dans les rêves a aussi parfois orienté la façon dont nous percevons les choses et des histoires que nous construisons à propos de notre propre destin. Et c'est l'ambition de l'hypnose précisément, lorsque il y a un élément de souffrance dans notre vie, va être de pouvoir à la fois se plonger dans cette façon de percevoir la réalité qui permet aussi de modifier et d'orienter les choses à notre façon et on l'espère à notre avantage. L'hypnose, c'est un outil de perception d'une autre réalité ou d'une autre réalité de nous-mêmes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est même plus que ça, l'hypnose. C'est une façon de pouvoir construire notre réalité. Thierry Melchior, qui était un des auteurs d'importance dans l'histoire de l'hypnose, avait intitulé l'un de ses ouvrages « Créer le réel » pour marquer effectivement qu'avec l'hypnose, on a une première phase, quand on pratique, qui est une phase de déconstruction de la réalité et que l'on appelle parfois l'induction hypnotique. On emmène la personne à pouvoir percevoir de façon assez partiel ce qui est présent, un bruit, un son, une perception corporelle, comme s'il s'agissait de pièces de Lego ou de pièces de puzzle, pour ensuite, dans un deuxième temps, recomposer la réalité à sa façon, c'est-à-dire en fonction de nos besoins,
Est-ce que j'ai besoin là actuellement de travailler sur du soulagement dans la douleur, sur une émotion particulière, si j'ai un vécu dépressif, sur une façon d'approcher autrement la réalité, si j'ai par exemple un syndrome de stress post-traumatique. En fonction de nos besoins, on va agencer ces pièces de la réalité pour construire une autre façon de percevoir notre existence. Et toute l'ambition de l'hypnose, notamment par rapport à la méditation de pleine conscience ou de pleine présence, elle est précisément de modifier cette réalité. Là où la méditation de pleine présence propose finalement de se centrer sur la réalité et de pouvoir l'accepter, accepter l'expérience telle qu'elle se déroule et d'en tirer bien sûr avantages et bénéfices. La proposition de l'hypnose est une proposition différente qui est de modifier cette réalité, là aussi pour en tirer avantages et bénéfices. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre, en fait, dans un phénomène d'hypnose? C'est-à-dire, le sujet hypnotisé, quand il dit quelque chose, est-ce que c'est une brèche qui s'ouvre finalement entre le conscient et l'inconscient, même si peut-être ces deux termes sont un peu trop généraux et peut-être un peu trop galvaudés? Ils sont en tout cas très 20e siècle, allez, je vais dire les choses comme ça, ou jusqu'au 20e siècle. En fait, on entend bien sûr, c'est sans doute, ça renvoie sans doute à une réalité, bien sûr, le fait qu'il y a un esprit conscient et un esprit inconscient, mais plus on avance, moins il paraît raisonnable de pouvoir penser les choses de cette façon-là. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que parler d'inconscient serait parler d'une forme d'instance finalement, et cette notion-là, elle reste finalement assez floue. Et d'ailleurs, différentes sciences qui se sont penchées sur ce que pouvait être l'inconscient ont donné des définitions très différentes. Mais finalement, si on devait s'arrêter sur ce qui nous semble être plus facilement tenable, qui est la notion de conscient, là aussi, on va rapidement arriver à une impasse. D'abord parce que ce terme de conscience est un terme qui, dans l'histoire des sciences, est finalement assez récent. Il a finalement juste quelques siècles. Mais aussi parce que finalement le terme de conscience, là aussi, a au début été perçu comme étant une instance. Il y aurait eu l'instance de l'inconscient, l'instance du conscient, et finalement un passage qui pouvait s'organiser de l'un à l'autre. Et puis on s'est rendu compte à la fois en psychologie, en neurosciences, avec les progrès de la science, que la conscience ne pouvait pas être pensée de cette façon-là. Finalement, la façon la plus pertinente de penser la conscience est de la penser comme une forme finalement de métaphore ou de flux. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.